Claire Hédon, bonjour. Bonjour. Défenseur des droits, vous avez pris la succession de Jacques Toubon. Vous avez été nommé par Emmanuel Macron. Un mandat unique, 6 ans, une administration importante. Quel est votre rôle? Notre rôle est de défendre l'accès aux droits et les libertés. Et dans 5 domaines, la protection des droits des enfants, on va en parler parce que c'est la Journée internationale des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations, la déontologie, le respect de la déontologie des forces de sécurité, la médiation et la protection des lanceurs d'alerte. Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que dans notre état de droit, il y a des personnes qui ont des difficultés à accéder à leurs droits. Et l'intérêt, c'est de pouvoir saisir gratuitement le défenseur des droits, la défenseur des droits. Chaque citoyen peut saisir la défenseur des droits. Absolument. Chaque citoyen, s'il se sent victime dans son accès aux droits, a le droit de nous... Et d'ailleurs, on a plus de 100 000 saisines par an. 100 000 saisines par an. 103 000 très précisément. 103 000. Bien, regardons l'actualité. L'article 24 de la proposition de loi sécurité globale est en discussion à l'Assemblée nationale. Il a été modifié. L'article sera examiné aujourd'hui. Alors, que dit-il? Cet article prévoit de pénaliser d'1 an de prison, 45 000 € d'amende, la diffusion de l'image, du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier, d'un gendarme, d'un militaire en intervention. Mais il sera précisé, c'est tombé dans la soirée, que les dispositions envisagées ne feront nul obstacle à la liberté d'informer et que le délit créé visera uniquement le fait de diffuser des images dans le but qu'ils soient manifestement portés atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier, d'un gendarme ou d'un militaire. Ça vous rassure? Vous vous opposez toujours à cet article ou pas? Je vous reprécise que nous sommes l'autorité indépendante en charge du contrôle des forces de sécurité. C'est bien à ce titre-là que cet article peut m'inquiéter, d'ailleurs, comme d'autres. Je pense que... Il vous inquiète toujours? Il m'inquiète toujours. Alors, il y a eu une avancée, je suis tout à fait d'accord, vous avez raison, vous avez raison de le signaler. Mais je voudrais vous dire que, pour moi, cet article, il n'est pas acceptable parce que nous, contrôle externe des forces de sécurité, ces vidéos nous ont été et nous sont actuellement très utiles quand il y a des dérapages des forces de sécurité. Et si on veut que notre population retrouve confiance en sa police, ce qui est absolument indispensable, c'est quand il y a dérapage, on le reconnaisse et qu'il y ait sanction. Et ça, c'est admissible. Vous demandez le retrait de cet article? Moi, je pense que la seule solution, c'est le retrait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il est inutile. Heureusement que dans notre arsenal législatif aujourd'hui, on peut punir des personnes qui... On a d'abord une interdiction d'inciter à la haine et qu'on peut punir des personnes qui utilisent de façon malveillante les vidéos qu'elles tournent. Il y a eu un jugement il y a 1 an par le tribunal correctionnel de Versailles qui a condamné une jeune femme qui justement comme ça filmait sans arrêt les policiers, le mettait sur les réseaux sociaux sans aucune raison. Et ben elle a été condamnée. Donc, notre arsenal juridique le permet. Donc quel intérêt de mettre une loi comme celle-là? Je vais vous donner un exemple. Une gardienne de la paix, exemple récent, réel. Bon, une gardienne de la paix, 25 ans, patrouille dans le métro. Elle est filmée à son insu lors d'un contrôle. La vidéo est postée, partagée sur Facebook avec des appels au viol. Mais l'incitation, rassurez-moi quand même, heureusement qu'aujourd'hui n'importe qui, si moi on incite au viol à mon égard, heureusement que dans l'arsenal législatif je peux porter plainte et qu'il y a ce qu'il faut pour condamner la personne. Enfin, ce que je vous ai dit dès le début, l'incitation à la haine est interdite dans notre législation. Donc il y a l'arsenal juridique suffisant et je vous dis, je pense que ça va être... Qu'est-ce qui vous inquiète dans cet article? Qu'est-ce qui m'inquiète? Eh bien, c'est que nous, organes de contrôle externe et indépendant, le seul externe comme organe de contrôle des forces de sécurité, nous ne puissions pas continuer à faire notre travail. Je vous redis, ces vidéos nous ont été largement utiles, ça l'est encore aujourd'hui, et il faut que non seulement évidemment la presse puisse filmer, mais des individus, et si c'est fait de façon malveillante, évidemment qu'il faut poursuivre, mais je vous dis, c'est déjà le cas. Donc je ne vois pas l'intérêt de rajouter un article comme celui-là, qui est contre-productif et qui risque d'entacher la confiance qu'on a dans notre police. Et je vous redis, ce point-là, pour moi, est essentiel. Et de façon générale, sur mon mandat, il faut retrouver confiance dans notre démocratie, dans notre société. Ça passe par le respect des droits et ça passe par la question du contrôle des forces de sécurité. Oui, mais je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple que je ne cache rien, c'est la police qui m'a donné cet exemple. Un gardien de la paix, 26 ans, contrôle 2 personnes. Il est filmé. Il est filmé, lui et ses collègues, par des personnes extérieures au contrôle. Les images sont diffusées sur Twitter, sur Facebook, accompagnées de commentaires menaçants. Je vous cite l'un de ces commentaires. Je demande à tous ceux qui reconnaissent ces policiers de divulguer l'adresse personnelle et tous les identifiants de ces policiers. Il faut les retrouver. Écoutez bien, une bonne balle dans le crâne.
Et je vous redis, l'interdiction d'inciter à la haine est déjà inscrite dans notre loi. Le policier est protégé. Donc, lorsque le ministre de l'Intérieur dit il s'agit de protéger les policiers et les gendarmes sont suffisamment protégés. Alors, il faut mieux appliquer la loi, il n'y a absolument aucun doute. Il faut mieux protéger les policiers. Il n'y a pas d'un côté des gens qui veulent protéger les policiers, de l'autre la population. Mon souhait, c'est qu'on protège les deux et qu'on respecte le droit dans les deux cas. Il n'y a pas d'opposition. Je dis juste, il est inutile. Enfin, les cas que vous venez de me citer, la loi le permet. En revanche, est-ce que, du coup, la justice est trop lente derrière? On n'arrive pas assez vite à condamner les personnes? Bien sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus, mais la justice, d'ailleurs, est aussi d'accord. Mais quel intérêt de rajouter des articles dans des lois quand il y a déjà ce qu'il nous faut pour protéger la presse. La liberté de la presse est en danger, selon vous? Oui, je le pense aussi. Ce qui est rajouté dans l'article... Je vous pose la question. Est-ce que la liberté de la presse est en danger? Oui. Censure d'État? C'est une censure d'État? Je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Soyons raisonnables dans ce qu'on dit. Il y a une forte inquiétude. Après, vous savez, c'est toujours dans l'interprétation qui va être faite de cet article. L'intégrité psychique, c'est quand même beaucoup trop flou. Et quand c'est flou, il y a des risques de mauvaise interprétation. Cet article, je vous le redis, il n'est pas utile. Donc je ne vois pas l'intérêt. En revanche, qu'on s'occupe de la protection des policiers quand il y a des dérapages, ça me paraît absolument essentiel. Un journaliste de France Télévisions placé en garde à vue pendant 12 heures à la fin d'une manifestation, justement, contre cette proposition de loi, sécurité globale discutée à l'Assemblée nationale, c'était mardi soir. Il a été identifié par sa carte de presse. L'affaire a été classée sans suite. Vous condamnez ? Je pense qu'il faut vraiment laisser faire. Alors d'abord, j'ai pas tous les éléments et donc je vais pas me prononcer. Mais il est important que la presse puisse continuer à faire son travail et jusqu'au bout d'une manifestation. Parce que c'est bien ce qui se pose comme question. C'était la fin de la manifestation, la dispersion. C'est bien à ce moment-là qu'il faut que les journalistes puissent continuer à faire leur travail. Mais est-ce que les journalistes sont au-dessus des lois? Mais absolument pas. Mais à aucun moment. Non, je dis ça à l'adresse du public. Surtout pas. Je dis pas. Mais je sais que ça existe dans l'esprit de beaucoup. Personne. Est-ce que les journalistes sont au-dessus des lois? Bien sûr que non. Les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, les policiers non plus, les deux, la population non plus. Personne n'est au-dessus des lois. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à accréditer des journalistes avant une manifestation? Atteinte aux libertés, atteinte à la liberté de la presse, pour moi, c'est absolument sans aucun doute. Bon, donc non, on fait pas... Même pas de discours. Non, mais d'ailleurs, il y a eu marche arrière sur le sujet. Oui, il y a eu marche arrière sur le sujet. Je voudrais terminer sur cette proposition de loi avec les articles 20, 21 et 22. Il y en a un qui ne vous satisfait pas, c'est la surveillance des manifestations par drone. Pourquoi? Parce qu'il y a des inquiétudes. On va savoir quelles sont du coup vos opinions politiques, pourquoi vous manifestez. La question en fait, elle est toujours l'utilisation des images et qui peut voir les images. Et c'est bien ça qui m'inquiète dans ces deux articles 21 et 22. C'est que jusqu'à maintenant, le visionnage de ces images était très encadré. Il faut garder cet encadrement, permettre à trop de personnes de les visionner, dont les officiers municipaux. On a un risque d'utilisation de ces images et d'atteinte à la vie privée. C'est mon rôle de rappeler, je suis défenseur des droits et des libertés. Vous êtes défenseur des droits et des libertés. Puisque vous parlez de liberté, c'est l'avocat écrivain François Sureau qui dit « La liberté n'est plus un droit, mais une concession du pouvoir ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je sens qu'on rogne régulièrement nos libertés. On rogne nos libertés aujourd'hui. Nous allons vers un État autoritaire. Non, il y a une nuance entre les deux. Pour moi, le monde n'est pas binaire. Non, mais moi non plus. Mais voilà. Mais il y a des inquiétudes et c'est toujours pareil. Il y a des moments d'état d'urgence et l'état d'urgence sanitaire que nous vivons en ce moment. Effectivement, j'allais vous en parler. Voilà. Mais évidemment, autorise un certain nombre de décisions. Mais ce qui est important, c'est que ce soit temporaire et proportionnel au but à atteindre. Et le temporaire est quand même très important. Alors Claire Hédon, à propos de la crise sanitaire, de l'état d'urgence sanitaire, vous vous êtes exprimé. Pourquoi appelez-vous à sortir de l'état d'urgence? Alors c'est pas exactement ce que Oui, enfin... Non. J'ai dit qu'il fallait... la protection sanitaire des Français est une priorité. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Voilà. Ça aussi, c'est pour moi une évidence. Simplement, je dis qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat sur la question au moment du couvre-feu, du reconfinement. Et on voit bien que le débat, il est juste nécessaire pour qu'il y ait adhésion de la population. Aujourd'hui, est-ce que vous contestez la manière de gouverner, finalement?
Emmanuel Macron qui réunit un conseil de défense, puis décide, est-ce un diktat venu d'en haut qui est appliqué à tous les Français? Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas une politique. Je ne suis ni dans la majorité ni dans l'opposition. Mon travail n'est pas de critiquer le gouvernement. Il est de voir quand est-ce qu'il y a des atteintes au droit. Est-ce qu'il y a atteinte au droit? Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat. Je pense que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent faire leur travail de contrôle. Je pense que, effectivement, donner un blanc-seing au gouvernement jusqu'à la mi-février, ce n'est pas raisonnable et il faut de nouveau des espaces de débat et c'est le rôle du Parlement. Je pense aussi qu'il faut un conseil citoyen auprès du conseil scientifique et vous savez quoi, je pense qu'il faut dans le conseil scientifique aussi un juriste. Et aussi un juriste. Donc il y a déficit démocratique. Y a-t-il déficit démocratique? Il y a risque d'atteinte à nos libertés et c'est juste cette question de risque sur lequel j'alerte. Vous vous alertez. Est-ce qu'il y a défiance du coup? Est-ce qu'il y a défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité? C'est le risque aussi, c'est-à-dire que si on porte atteinte à nos libertés, si on porte atteinte à nos droits, il y a un risque de défiance. Et c'est ça qu'il faut éviter. Enfin, un de mes grands soucis dans ce mandat de 6 ans comme défenseur des droits, c'est de rétablir la confiance de la population dans la société, dans notre démocratie. Vous avez du travail. J'ai beaucoup de travail, je vois bien, mais si je n'avais pas cette envie-là, c'est pas la peine de prendre ce poste-là. Et j'ai ce souhait, et ce souhait passe par le respect des droits et des libertés. Alors, vous alertez, la crise sanitaire, le Covid-19, met les droits des enfants en péril. Les enfants en péril. Alors, les périls sont nombreux. La maltraitance, la malnutrition, la santé. Vous d'ailleurs, et votre rapport que j'ai là, que prendre en compte la parole de l'enfant. Un droit pour l'enfant, un devoir pour l'adulte. Elle n'est pas assez prise en compte en France. Et ça pourrait paraître anecdotique dans le contexte actuel avec la crise du Covid. Et en fait, c'est essentiel. Vous me permettez de vous donner 2 exemples du pourquoi la parole est importante. Je suis frappée depuis que je suis arrivée du nombre de saisines qu'on a sur le harcèlement scolaire, qui a lieu au début à l'école et après d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas pris l'habitude d'écouter l'enfant, on s'aperçoit dans des situations d'harcèlement scolaire que l'enfant prévient beaucoup trop tard, ne le dit pas, n'ose pas le dire. Mais il osera le dire si avant il a eu des espaces où il pouvait parler d'autres choses, où il a été habitué à prendre la parole. Sur la question de l'orientation scolaire, dans des milieux plus défavorisés, on est très souvent alerté d'enfants qui n'ont pas pu choisir leur orientation, qui le disent, on m'a mis dans le secteur boulanger alors qu'au contraire, je voulais être réparateur et être mécanicien. Ne pas donner le choix, ne pas donner la parole à l'enfant a des conséquences en fait qui sont très graves. Et vous les alertiez sur la question des violences. C'est exactement la même chose. Si l'enfant n'a pas eu des espaces où il peut prendre la parole, on s'étonne après qu'il dénonce pas les violences dont ils sont victimes. Alors il y a le 119, évidemment, le numéro d'aide à l'enfance qui est très important. J'ai vu que d'ici la fin du quinquennat, une unité d'accueil pédiatrique sera créée dans chaque département. J'ai vu ça. Très important. Très bonne initiative. Mais évidemment, il faut, mais est-ce que vous permettez là-dessus? Il faut avoir des espaces où l'enfant peut dénoncer quand il est victime de violences comme les femmes. Mais moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention. Mais on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, à juste raison. Mais moins, j'ai l'impression que je suis tout à fait d'accord avec vous. On parle moins de la violence faite aux enfants. Oui, absolument. Et des droits des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous remercie de m'inviter le jour de la Journée internationale des droits de l'enfant. Pourquoi? Eh bien, l'enfant, justement, il n'a pas beaucoup la parole. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à l'entendre. Et je voudrais vous redire sur ces questions de violence, parce que ce soit d'ailleurs pour les femmes et pour les enfants, je pense qu'il faut travailler sur la prévention, l'éducation à la parentalité, l'accompagnement des parents qui sont en situation difficile. Il faut prévenir. Il faut certes donner des espaces où l'enfant peut dénoncer, où la femme peut dénoncer, mais travaillons sur la prévention. Et ça doit être possible. Et la prévention, pour moi, vous savez, elle passe. Je trouve cette crise sanitaire, vous le savez très bien, elle a aggravé les inégalités. Et en termes de droits des enfants, il y a quand même eu du coup de fortes atteintes aux droits des enfants, du fait même la scolarité, on l'a bien vu, et d'ailleurs avec des résultats scolaires qui ont été en chute libre dans les REP. Comment des parents qui sont eux-mêmes en difficulté, qui n'ont pas accès à Internet, qui sont pas en capacité de faire du soutien scolaire, peuvent soutenir leurs enfants dans des situations difficiles comme ça. Les logements exigus, insalubres. Est-ce que vous pensez que les droits des enfants sont respectés dans des situations comme celle-là? Vous avez parlé de la question de l'alimentation. Quand il reste plus que 2 € par jour pour se nourrir, est-ce qu'on est dans une situation qui est digne? Non, et on est dans des atteintes fondamentales aux droits des enfants, et c'est bien ça qui m'inquiète. Alors, le droit des enfants, un Français le chiffre m'a frappé, 1 Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. Là encore, l'écoute et la parole de l'enfant est primordiale.
Mais vous voyez, c'est primordial, la parole de l'enfant. Mais vous voyez bien que je reviens à ça. Si on n'a pas avant écouté l'enfant sur d'autres choses, pas simplement là-dessus, eh bien, il n'a pas conscience qu'il peut parler. D'abord, il ne connaît pas ses droits. Donc ça, on a tout un travail que nous on fait avec des jeunes en service civique qui vont dans les écoles et qui informent les enfants sur leurs droits. Ça, c'est le premier point. Il faut des espaces de parole et de participation pour l'enfant. Il faut de la formation à la participation, parce qu'en fait, ça se prépare. Pour qu'un enfant prenne la parole, mais comme vous et moi, on prépare. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un enfant. Je regarde le code pénal. Je regarde le code pénal. L'inceste n'est pas une circonstance aggravante. Est-ce qu'il faut que l'inceste devienne un crime spécifique et imprescriptible ? Alors, la question de la prescription est une vraie question sur les violences sexuelles. Je vous donnerai pas là une réponse comme ça de but en blanc, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Mais on a déjà modifié la loi. Il faut peut-être voir quel impact a la modification de la loi avant de remodifier. Vous savez qu'on a quand même une petite tendance à modifier. Et après, je pense que devant les tribunaux, de fait, quand même, l'inceste devient une circonstance aggravante dans la façon d'apporter des jugements. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans les situations où c'est très difficile pour l'enfant de parler. Et je vous redis, du coup, les personnels soignants, l'éducation nationale, les centres de loisirs, tous ces endroits-là, le personnel doit être formé à l'écoute de l'enfant. Vous avez regardé les premiers textes qui paraissent autour de la loi confortant les principes républicains contre le séparatisme. Vous avez regardé cela? Alors, on a besoin d'avoir tous les détails. On est en train de se pencher dessus. Donc, si vous permettez, pour avoir un avis le plus pertinent possible. Mais évidemment que ça fait partie du travail. Par exemple, l'interdiction d'établir des certificats de virginité, ça vous paraît logique ? Vous, défenseur des droits, ça me paraît une évidence qu'il faut protéger les femmes sur ces questions-là. Est-ce bien la peine de rajouter un article comme celui-là? Faisons confiance aux médecins, aux gynécologues sur le fait qu'ils ne le font. D'abord, ils ne font jamais d'examen. Soyons raisonnables. Ils sont quand même, ça va. Ils prêtent un serment. Donc vous avez des réticences. Donc, et laissons-les faire. Enfin, je trouve qu'il y a plusieurs gynécologues qui se sont prononcés en disant on essaye de faire au mieux dans des situations comme celle-là. Mais sur vous êtes réticente. Sur le principe même, vous imaginez bien. Que dans la défense des droits des femmes, évidemment que je suis absolument contre. Simplement, je ne suis pas sûre qu'il faille légiférer pour tout. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance aux médecins pour faire leur travail le mieux possible. Et la fin de la scolarisation à domicile ? Je suis en tout cas convaincue que la scolarisation le plus tôt possible et donc dès les 3 ans est très importante parce que c'est vraiment un des moyens d'intégration pour des enfants qui sont plus en difficulté, dans des familles en difficulté. On sent bien que l'arrivée à l'école tôt est un des moyens de meilleure réussite en CP. Alors là, il y a vraiment des études et dans mes anciennes fonctions, on avait bien étudié. Mais la scolarisation à domicile, est-ce que c'est une atteinte aux droits de l'enfant ? Ce qui est important, c'est que l'enfant ait droit à une éducation et une éducation de qualité. Et sur cette question d'éducation, honnêtement, quand vous avez encore aujourd'hui 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire, est-ce que notre droit à l'éducation est respecté dans des situations comme celle-là ? Je ne pense pas. On a tout un travail à faire pour éviter ce décrochage scolaire qui me paraît, moi, et puis on sait bien que c'est le lit derrière de difficultés de formation et difficultés à trouver un emploi. Bien. Lancement lundi d'une grande campagne à l'attention de la jeunesse, avec une série de clips diffusés dans les médias. La cible, ce sont les 16-24 ans. Que disent ces clips? Quel message? Quel est l'objectif? C'est-à-dire, je vous ai dit qu'on avait 103 000 réclamations par an. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie de la population qui ne nous saisit pas, ou très peu, parce qu'en difficulté, parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'institution, le fait que justement c'est gratuit de nous saisir. Et les jeunes en font partie. Or, les jeunes, je trouve qu'ils payent un lourd tribut à la crise que nous traversons en ce moment. Des étudiants entièrement à distance, le lien social est important. Des étudiants qui ont plus de petits boulots et qui du coup ont des difficultés à se nourrir. Des jeunes dont je vous ai parlé qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui n'arrivent pas à trouver de stage. Et pour certains qui sont victimes de discrimination dans les quartiers dans lesquels ils vivent. Et donc le message, c'est de dire à ces jeunes, si vous vous sentez atteint dans vos droits, parce que vous avez des difficultés par exemple à toucher les APL, les aides au logement, vous vous sentez victime de discrimination, saisissez-nous. C'est gratuit. Nous allons étudier votre situation, écouter les deux parties, parce que nous on est dans une enquête en contradictoire et dans beaucoup de cas on peut résoudre votre problème. Je donne le téléphone, c'est le 09 69 39 00 00 et bien sûr le site internet. C'est gratuit. Des droits. C'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. C'est très important de le préciser. Bien. Vous demandez aux établissements scolaires d'entendre et de respecter les enfants dans leurs souhaits.
Ça, j'ai remarqué ça. Oui. Mais il faut... Pourquoi? Ça veut dire que dans les établissements scolaires, là encore, la parole de l'enfant n'est pas entendue? Pas suffisamment, certainement. Il y a des endroits où elle est tout à fait entendue, mais d'autres, et j'ai été saisie de cas, on le voit bien, je vous l'ai dit, dans des cas d'harcèlement scolaire, l'enfant n'est pas forcément cru, pas entendu. Je dis pas que c'est pas simple, que c'est excessivement compliqué comme question, mais je suis convaincue, vous l'avez dit, on ne parle pas assez du droit des enfants et l'enfant n'est pas assez entendu. Mardi prochain, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez vu, il y a des répercussions toujours sur les enfants. Sur les enfants, évidemment. Toujours. Quand il y a des violences faites aux femmes, il y a généralement des violences faites aux enfants en même temps. Vous avez vu qu'il y a une rumeur qui court, le 3919 pourrait bientôt être mis en concurrence? Ce numéro est très important. Je n'ai pas tous les détails sur la mise en concurrence, mais on a été bien sûr alertés. Vous avez été alertés, j'imagine. Et il faut au contraire plutôt renforcer et permettre à ceux qui font ce travail-là de continuer à le faire. Marlène Schiappa sera à votre place lundi matin. Je lui poserai la question, évidemment. Merci Claire Hédon. Je rappelle votre rapport. Où le trouve-t-on? Alors, sur notre site internet et un peu partout, mais vous pouvez le télécharger, évidemment, gratuitement. Ce que nous fournissons est toujours gratuit. Prendre en compte la parole de l'enfant, un droit pour l'enfant, un devoir pour l'adulte. Merci Claire Hédon d'être venue nous voir ce matin sur RMC et BFM TV 8h54. Merci.